l'abrégé latin d'une recherche, narration et argumentation dans le prodrome. L'expression latine de Sténon révèle, à mon sens, pardon, l'expression latine de Sténon révèle. Les gens entendent très bien en ligne. Oui, voilà, c'est ça. Alors, on peut essayer avec l'autre micro. Peut-être qu'ici, on entendra mieux. Vous m'entendez? Ah, oui? Il marche le micro? L'expression latine de Sténon révèle, à mon sens, certains traits de sa démarche intellectuelle. Or, celle-ci n'a pas été abordée par la critique sous cet angle, me semble-t-il. Faute de mieux, n'étant pas géologue moi-même, c'est un scoop, je me lancerai dans cette entreprise en vous présentant quelques textes et leurs traductions que je soumets à vos critiques. Il s'agit évidemment d'un regard biaisé sur cette œuvre et, accessoirement, sur son auteur, non d'une analyse scientifique de ce préambule ou prodrome, à tout égard magistral. J'opposerai deux formes d'écriture. La narration d'une part, qui montre la qualité littéraire du latin subtil de Sténon, et d'autre part, l'argumentation à partir des choses, res, autrement dit de ses expériences, qui relève d'une forme de néo-latin rigoureuse et rigide, facilitant la diffusion de la connaissance scientifique à travers l'Europe au XVIIe siècle, et pas simplement en sciences, mais aussi en médecine. L'ordre des mots est alors, donc, lorsqu'il s'agit de démonstration à partir des choses, l'ordre des mots est alors en général l'ordre ordinaire des langues modernes, comme l'italien, le français, l'anglais, le danois, ordre naturel selon les grammairiens du XVIe siècle. D'abord le sujet agissant, homme ou chose, le verbe, l'objet de l'action. Le poète et naturaliste Giovanni Nardi, auteur d'un ouvrage sur le feu au centre de la Terre, feu auquel Sténon se réfère, mais aussi d'une édition commentée du poème de Lucrèce, était un ami de Sténon et le garant du préambule auprès du Vatican pour l'édition. Il écrit « J'ai l'honneur de servir une cour où se rassemblent des hommes remarquables venus de toutes les parties du monde. Ils sont si chaleureusement accueillis dans leur pérégrination qu'ils s'imaginent transportés dans les jardins mythiques de l'Odyssée, ainsi celui de l'enjôleuse Circé qui accueillit Ulysse. Mais l'introduction du prodrome, adressée au duc Ferdinand II, dans cette introduction, Sténon présente en une page la longue et dure odyssée que fut pour lui sa recherche. On y voit son talent de narrateur qui contraste en général avec sa description minutieuse des divers solides. Donc, je lirai rapidement l'Odyssée de Sténon à travers les lieux. Il dit loca, alors que lorsqu'il prendra le terme au sens géologique, il dira le pluriel loci. Enfin, il prendra le masculin et non pas le neutre. Donc, à travers des lieux divers, à première vue cachés. Souvent, les voyageurs qui abordent des régions inconnues et se hâtent de gagner à travers des lieux tout hérissés de montagnes, la ville située sur une crête, sitôt qu'ils la voient, l'estiment très proche d'eux, bien que les multiples détours des chemins retardent, et jusqu'à la lassitude, leur espoir. Ils n'aperçoivent en effet que les sommets les plus proches, mais ce qui demeure caché par l'interposition de ces mêmes sommets, hauteur des collines, profondeur des vallées ou étendue des plaines, tout cela dépasse la plupart du temps leurs conjectures, puisqu'ils mesurent, par complaisance envers eux-mêmes, les distances d'après leurs désirs. C'est exactement ce qui arrive à ceux qui avancent en direction de la véritable connaissance à travers des expériences. Sitôt que certains indices d'une vérité inconnue leur apparaissent,
il suppose que la chose entière va être immédiatement découverte. Or, en se hâtant d'arriver au but, jamais ils ne pourront évaluer convenablement, Rité, le temps requis pour dénouer la série enchevêtrée des difficultés qui, peu à peu, comme sortant de l'obscurité, retardent leur marche par des obstacles toujours nouveaux. Alors, j'ai mis en gras ce qui est intéressant, enfin, dans les difficultés, enfin, enfin, pour comparer ma traduction au magnifique latin de Sténon, on voit que l'ordre est indifférent en latin. Cela permet des effets stylistiques que je n'ai pas su rendre en français. Le début est extraordinaire. Hein. Alors, ignotas regiones adeuntibus, là, souvent, quand on dit souvent les voyageurs, d'autres ont traduit comme moi, c'est qui abordent les régions inconnues et se hâtent. Donc, je rate beaucoup de choses. Là. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas d'article en latin, vous le savez. Alors, j'ai dit la ville, ça me semble être la ville, mais dans les descriptions techniques, ça posera des problèmes. Par exemple, je ne suis pas toujours sûre qu'il veuille dire de la Terre, de la Terre sans majuscule, ou de la Terre comme universelle. Ça pose vraiment des difficultés, il y en aura d'autres. Donc, c'est en fait une odyssée programmatique. Je vous ai mis un texte, un bis, là, qui montre que son parcours, là, n'est pas simplement l'effet de son imagination, mais avance déjà ce qu'il va démontrer. Le changement de position des strates rend donc facile l'explication de diverses choses assez difficiles. À partir de là, on pourrait rendre compte de l'inégalité à la surface de la Terre, occasion de nombreuses controverses. Ainsi, les montagnes, les vallées, les réceptacles des eaux supérieures, les plaines, en haute comme en basse altitude. Alors, nous, la première expérience sous l'autorité d'un matérialiste, Démocrite, et première difficulté de traduction. Donc, je poursuis. Et Démocrite utilisait assez bien l'exemple du puits. Presque personne, en effet, ne saurait mesurer convenablement le travail et le temps requis pour le vider, sinon en le vidant, puisque ces veines étant cachées, le doute sur leur nombre et leur grosseur s'étend à la quantité de matière qui afflue en lui. Ne t'étonne donc pas, sérénissime prince, si toute l'année, et qui plus est, parce que chaque jour, j'ai dit que la recherche dont les dents d'un requin m'avaient fourni l'occasion était très proche de sa fin. En effet, ayant vu une fois ou l'autre des terres dont on extrait des coquilles et autres déjections marines de ce genre, quand j'eus saisi que ces terres étaient des sédiments d'une mer turbide et que l'on pouvait, en chacun de ces lieux, calculer le nombre de fois où la mer avait été turbide, où il y avait été turbide, ça c'est la traduction de générale, enfin, je n'en ai pas vu d'autres, ou, c'est celle que je vous propose, calculer le nombre de fois où chacun de ces lieux avait été occupé par une mer turbide. Tout aussitôt, non seulement je me figurais hâtivement que toute la recherche représentait un travail de très courte durée, non seulement, pardon, je me figurais donc qu'elle serait de courte durée, cette recherche, mais qui plus est, je l'assurais avec intrépidité à d'autres. Alors en fait, Déocrite disait, nous ne savons rien, en réalité, la vérité est au fond. Mais c'est ensuite qu'on a ajouté au fond de la mer, au fond du puits. Quand Cicéron traduit ce fragment, il dit in profundo, ce qui veut dire sans fond. Donc, mais là, ce n'est pas mauvaise foi de la part de Sténon, c'était la compréhension habituelle. Mais ensuite, pour évoquer les doutes qui l'assaillent, Sénon utilise non pas Démocrite, mais la figure de l'hydre de Lerne. À peine une de ses têtes a-t-elle été tuée qu'une autre surgit. Sténon se compare donc implicitement à Hercule. Puis il utilise la figure du labyrinthe, évidemment symbolique des Bachelard. Enfin,
plus étrangement, des cercles concentriques. Je me suis demandé s'il n'y avait pas là un souvenir de Dante. En tout cas, vous voyez qu'il y a déjà, s'il caractérise, l'accumulation, certaines variations. Par exemple, il dit, pour recherche, le latin n'a pas de mot spécifique. Et Sténon dit investigatio, ce qui est très habituel, mais scrutinium, ce n'est pas habituel. La densité est une des caractéristiques du latin. Et vous le voyez là avec oubli et subjonctif parfait. C'est un marqueur. Il s'agit d'une explication de Sténon et non pas de l'explication qu'il attribuerait à Démocrite. Alors, il y a évidemment des effets impossibles, des effets de style impossibles à rendre. Il y a aussi un usage des participes dont Sténon, dans ses démonstrations scientifiques, usera et abusera, c'est quelquefois. Mais en fait, ça, pour la compréhension directe de ceux qui lisent le latin, c'est beaucoup plus facile. Euh, donc, je vous soumets. Alors, je, pour ma traduction, pour la traduction que je propose, elle me semble justifiée par Sténon lui-même, merci Sténon, c'est page 60, je vous l'ai mis, on peut conclure avec certitude que la coquille a été abandonnée dans les terres par la mer, ramenée une seconde fois dans la mer, puis recouverte une nouvelle fois par un sédiment et abandonnée par la mer. Donc, c'est pas simplement, c'est pas un, enfin, je ne sais pas si vous avez des questions là. Non. Après cet épître liminaire au grand-duc de Toscane, Sténon présente sa méthode. C'est page, depuis, enfin, de page 3 à la page 10, puis ses principes, page 10 à la page 24. J'insisterai sur cet ensemble parce que la physique m'est un peu moins connue que la géologie. Sténon affirme d'emblée qu'il utilisera le vocabulaire commun et que les principes physiques sur lesquels il fonde sa recherche sont unanimement admis par les philosophes. Ainsi, dit-il, il se réfère aux particules et non aux atomes, atomos, il transcrit en latin ce terme grec, à l'espace entre les particules et non au vide, etc. Il précise qu'il ne recherchera pas les premiers principes. Ainsi, le moteur, comprenons le premier moteur d'Aristote, Dieu, l'idée, Platon, ou même nature. Il dit que la nature, on peut dire à la fois que la nature fait tout et qu'elle ne fait rien. Ces seules bases sont supposées empiriques. Elles sont au nombre de 3. La matière, souvent identifiée au lieu, le mouvant, et le mode d'action, modus, correspondant au moyen ou bien à la cause efficiente. Il emploie du reste rarement le terme cause dans ses démonstrations. Pardon. Le latin, qui possède peu d'abstrait, sert le dessin de Sténon. Et je ne suis pas sûr que les nombreuses répétitions de termes comme le mouvant passent aussi bien en français que movens, qui de plus varie selon les cas, marquant les fonctions grammaticales, moventis, movente, etc. Pour ce qui est du vocabulaire et des principes, sa définition tardive du terme lieu, par exemple, texte que je cite plus loin, est loin d'être admise par tous les philosophes. Voici d'abord une des définitions caractéristiques du style argumentatif de Sténon tout au long de son traité. Il n'y a là pas de recherche stylistique, rigueur, mais souci d'exhaustivité. Donc voici une de ces premières définitions. Mais sans hésitation, j'affirme ceci. Un corps naturel est un groupement de particules imperceptibles, accessibles par l'opération de l'aimant, du feu, etc. Un solide diffère d'un fluide en ceci que dans un fluide, les particules imperceptibles sont en perpétuel mouvement et s'écartent les unes des autres. Dans un solide, en revanche, bien que les particules imperceptibles se meuvent, cependant presque jamais pendant ce temps, elles ne s'écartent les unes des autres, tant que ce solide reste solide et intact.
La répétition de termes est habituelle chez Sténon, ainsi que son souci d'exhaustivité, dont témoigne le troisième paragraphe. Je vous lis, pendant qu'un corps solide est produit, ces particules, alors des loco in loco moviri, j'avais d'abord traduit comme ça mécaniquement, se déplacent de lieu en lieu, en fait, c'est se meuvent de ci, de là. Il s'agit là en réalité de postulats qui ne sont pas admis par tous les philosophes. Surtout le suivant. Page 18, hein, si un corps solide a été produit selon les lois de la nature, il a été produit à partir d'un fluide. Alors, voyons pour le vocabulaire commun. Locus. Je comprends par le mot lieu la matière qui touche immédiatement par sa surface la surface du corps que l'on dit être dans ce lieu, mais cette matière, admet des différences. Alors, vous voyez, Aristote dit que le lieu est l'enveloppe première de ce dont il est le lieu et n'est rien de la chose. Et le lieu, il dit bien, le lieu n'est ni la matière, ni la forme, ni quelque extension. Alors, je vais rapidement parler d'une erreur qui m'a beaucoup gênée. Bon, si un corps solide est, de toutes parts, entouré par un autre corps solide, le premier d'eux deux à s'être induré est celui qui, dans leur contact mutuel, exprime à sa propre surface les propriétés de l'autre surface, d'où il suit. Hein. Alors, d'où il suit, enfin, il voudrait me dire il s'ensuit, mais je me dis d'où il suit. Alors, je donnerai la suite au numéro 5. En 4 bis, Sténon répète cette définition dans la troisième condition. C'est pourquoi si tout solide a acquis au moins ses accroissements à partir d'un fluide, si les corps entièrement identiques ont été produits de manière identique, et voici maintenant, si de deux solides contigus, le premier induré est celui qui représente à sa surface les propriétés de l'autre surface, étant donné un solide et le lieu dans lequel il se trouve, il sera facile d'exposer quelque chose de certain au sujet du lieu de sa production. Voilà assurément en quoi consiste l'observation générale d'un solide contenu à l'intérieur d'un solide, suit l'annonce de l'examen de solides particuliers. Tous les commentateurs ont dit que c'était obscur, incompréhensible, et le grand François Hélinger dit qu'elle est contredite par les analyses qui suivent. Donc, je vous les donne, je vous parle de cette, je lis rapidement. Pardon, la suite de la page 15, d'où il suit que, dans les terres ou les roches qui entourent de partout et contiennent des cristaux, des sélénites, des marcassites, des plantes et leurs parties, des os, des coquillages d'animaux et autres corps de ce genre dotés d'une surface lisse, ces corps étaient déjà indurés à l'époque où la matière des terres et des roches les contenant était encore fluide. Et tant s'en faut que ces terres ou ces roches aient produit les corps contenus en elles, qu'elles n'existaient même pas en ce lieu à l'époque où ces corps ont été produits. Oui. Ensuite, si un cristal est en partie enclos dans un cristal, une sélénite dans une sélénite, une marcassite dans une marcassite, ces corps contenus étaient déjà indurés quand la partie des corps les contenant était encore fluide. Bon, tout c'est clair, mais voici la dernière partie où il va s'emmêler les crayons. Dans les terres et les roches où sont contenus des coquilles cristallines et pierreuses, des veines de marbre, de la lapis lazuli, etc., et d'autres minéraux de ce genre, les corps contenants étaient déjà indurés à l'époque où la matière des corps contenus était déjà indurée
à l'époque où, pardon, la matière des corps contenus était encore fluide. Ainsi, les marcassites ont été produites d'abord, puis les roches dans lesquelles les marcassites sont encloses, et enfin les veines des animaux qui remplissent les fissures des roches. Euh, je, donc, vous avez vu, il y a une contradiction dans les termes à un moment. Alors, elle m'étonne beaucoup parce que euh, il s'est évidemment pas relu. Or, il est resté quand même, après avoir écrit ce prodrome, au moins 6 mois à Florence. Nardi et Viviani, qui étaient de très grands latinistes, étaient ses garants auprès du Saint-Siège pour la publication. Donc, c'est véritablement étonnant. Et par ailleurs, il y a pardon, des coquilles, dont certaines sont signalées à la fin du livre, mais il y en a d'autres qui ne sont pas signalées. Dans l'étude empirique des solides particuliers, en revanche, on ne trouve aucune erreur de ce genre, selon mes 2 collègues scientifiques, mais, et Garand, Pascal et Philippe. La difficulté de la traduction tient alors à la densité du latin, mais aussi au souci d'exhaustivité de Sténon. J'ai traduit le texte le plus littéralement possible. Sténon s'exprime alors dans un latin basique, sans élégance, sans guère de rapport avec le latin classique. Et les figures extraordinaires données en annexe par Sténon me venaient en aide. Alors voyons maintenant l'explication véridique au sujet d'un solide contenu dans un solide. Je vais la lire le moins mal possible en latin, de manière à faire ressortir les répétitions et assonances qui scandent habituellement le latin sténonien des expériences. Vous m'entendez? Je suis à peu près audible, oui. Ad sedimenta fluidi terre strata pertinent, quod pulverulenta materia stratorum itasse accommodaverit contentis corporibus, utum maximas quasque cavitates contenti corporis impleverit, tum levorem nitoremque eiusdem corporis expresserit, illa sui superficie, qua illut tangit, licet pulveris asperitas simul laevori et nitori minime respondea. Donc je traduis maintenant, les strates, pour être littéral, les strates de la Terre sont dues aux sédiments d'un fluide, parce que, alors, sont dues, hein, pertinent, je n'ai pas trouvé d'équivalent, mais c'est pertinent parce qu'il écrit après contentus, etc. Parce que, troisièmement, parce que la matière poudreuse des strates s'est tellement ajustée au corps contenu en elle que, d'une part, elle a rempli toutes les petites cavités du corps qu'elle contient, d'autre part, elle a exprimé le poli et l'éclat de ce corps sur la surface d'elle-même qui est en contact avec lui, bien que la rugosité de la poudre ne corresponde pas du tout à semblable poli ni à semblable éclat. Là, c'est parfaitement clair, on comprend. Moi-même, j'ai compris ce qu'était un fossile. Vous êtes d'accord? Bon, l'étude empirique est prodigieuse, hein. Il s'agit là évidemment d'un homme de génie, hein. Comment expliquer les stries sur les marcassites ou pyrites qui se sont formés lorsque la matière des roches était encore fluide, selon le principe énoncé plus haut, hein. Voici la description, traduite presque mot à mot d'un latin basique. La matière de la marcassite est adjointe à toutes les faces du cube. En fait, il s'agit d'un parallélépipède rectangle, comme l'a dit une page auparavant Sténon, qui a précisé qu'il voulait garder le terme cube parce qu'il était commun. Donc, est adjointe à toutes les faces des cubes d'une manière différente de celle que nous avons rapportée à propos des cristaux. Ce qu'indique évidemment l'uniformité de toutes les surfaces des cubes que j'ai moi-même prélevées en sectionnant les roches.
Toutes leurs faces avaient des stries parallèles entre deux côtés, mais de telle sorte que, dans les faces opposées, les stries suivaient la même direction, tandis que les faces contiguës l'une à l'autre montraient une direction différente des stries. De la direction des stries, il suit qu'autour d'un cube, quel qu'il soit, le flux environnant a été dirigé par un triple mouvement, l'un perpendiculaire à l'horizon, les deux autres parallèles à l'horizon, mais perpendiculaires entre eux. Il n'est pas difficile d'expliquer le mode de ce triple mouvement, ajoute Sténon, et il l'expliquera. J'ai pris une boîte et tracé des lignes. J'ai compris tout cela, tant l'analyse de Sténon est précise. Et pourtant, je ne suis pas géomètre. Pour l'explication, en revanche, c'est autre chose. Elle met en cause deux fluides, le fluide environnant, mais aussi celui du centre de la Terre. Elle est facile à traduire, l'expression latine étant simple et concrète, mais je ne l'ai pas comprise et je n'ai trouvé nulle part de commentaire. Par ailleurs, j'ai eu du mal à traduire certains passages où Sténon recourt à la biologie. Ainsi, lorsqu'il compare les fluides, les flux des fluides dans la matière inorganique et les flux des divers fluides chez des êtres animés. C'est page 21. Le fluide interne spécifique est celui qui est répandu, on peut dire aussi se diffuse, parce que la circumfunditur, autour des vaisseaux capillaires, pardon, autour des vaisseaux capillaires du fluide commun et qui varie en fonction de la variété des lieux. J'avais d'abord fait un contresens par inadvertance. Je connais moins bien le latin que Sténon. Sans les explications de Philippe Grandchamp, je n'aurais pas compris de quoi il s'agissait, même après la correction de mon propre contresens. Alors, certains termes, j'avais traduit, certains termes sont simples à traduire, comme planus, j'avais traduit par plan, parce que quelquefois ça m'étonnait. En fait, Pascal m'a montré qu'il s'agissait le plus souvent de face. Alors, pour les coquillages, j'ai eu une discussion avec Philippe. Pour la coquille, Sténon utilise testa, et pour ce que j'appelle les couches de la coquille, des traducteurs anglais traduisent par Betts, euh, euh, Sténon dit testula. Alors, ne m'ennuyez pas, mais appeler chaque fois testule m'ennuyait. Mais finalement, je me conformerai au conseil de Philippe, je crois. Alors, la conclusion générale, l'Odyssée de Sténon à travers le temps, les origines à la période actuelle. C'est garant. L'examen de la Toscane apportera, dit-il, dans la dissertation, des preuves indubitables. Nous reconnaissons donc 6 aspects distincts de la Toscane. 2 quand elle était fluide, 2 quand elle était plane et sèche, 2 quand elle était accidentée. Le 6e aspect de la Terre se présente au sens. Alors, les plaines mentionnées, du fait surtout de leur érosion par les eaux, parfois aussi de leur combustion par les feux, se transformèrent en chenaux, vallées et précipices variés. L'histoire des premiers siècles après le déluge est confuse et douteuse, chez les auteurs profanes. Puis, les siècles passant, ils choisirent de célébrer les hauts faits des hommes illustres, non les miracles de la nature. Et nous ne disposerons pas de témoignages, mentionnés néanmoins par les écrivains, de ceux qui ont, directement, consigné l'histoire des changements qui se produisirent en divers lieux. Mais, puisque les auteurs dont les écrits ont été conservés rapportent presque chaque année, parmi les prodiges, des tremblements de terre, des feux jaillissant des terres, des débordements de rivières et de mers, il apparaît facilement quand
4000 ans, donc après le déluge, depuis le déluge, eurent lieu des changements nombreux et variés. Par conséquent, il se trompe beaucoup ceux qui accusent les écrits des anciens de nombreuses erreurs, sous prétexte qu'ils s'y présentent diverses choses en désaccord avec la géographie d'aujourd'hui. Quant à moi, je ne voudrais pas ajouter facilement foi aux récits légendaires des anciens, mais il s'y rencontre aussi beaucoup de choses auxquelles je ne refuserai pas de croire, belle litote. Dans cette catégorie, j'en relève en effet beaucoup dont la fausseté, plutôt que la vérité, me semble à mettre en doute. Encore une litote. Ainsi, la séparation de la mer Méditerranée et de l'océan occidental, alors là, bon, le passage allant de la mer Méditerranée à la mer Rouge, la submersion de l'île Atlantide, Platon, la description de divers lieux lors des voyages de Bacchus, de Triptolème, d'Ulysse, d'Énée et d'autres. Description véridique, bien qu'elle ne corresponde pas à ce qui se rencontre aujourd'hui. J'apporterai dans la dissertation elle-même des arguments tels que personne n'ait plus aucun doute. Alors, vous voyez que dans le latin, j'ai souligné les expressions qui sont bon, redondantes et bon, enfin, bon, le style de Sténon. Une remarque, j'y réfléchis, mais le détroit de Gibraltar, appelé col d'Hercule dans la tradition ancienne, existe bien à l'époque de Sténon. La géographie des anciens correspond donc, en ce cas, me semble-t-il, à celle de son temps. Là, je vous demande votre avis. Alors, voici la fin. Hein, tel est le contenu, pardon, tel est le compte-rendu succinct, pour ne pas dire précipité, des principales choses que j'ai décidé d'exposer dans la dissertation elle-même de manière plus précise et plus développée, en y ajoutant la description des lieux où j'ai observé chacune d'entre elles, donc, et en Toscane. Hein. En guise de conclusion, je me référerai d'abord à Deleuze et Guattari, au chapitre 3 de 1000 plateaux, paru en 1980, et intitulé Géologie de la morale. Chapitre consacré aux strates. Ils affirment, à la page 89, il est difficile d'exposer le système des strates sans avoir l'air d'introduire entre elles une espèce d'évolution cosmique ou même spirituelle, comme si elles s'ordonnaient en stades et passaient par des degrés de perfection. Il n'en est rien pourtant. Les différentes figures du contenu et de l'expression ne sont pas des stades. Il n'y a pas de biosphère, de noosphère, il n'y a partout qu'une seule et même mécanosphère. Cette dernière formule me semble applicable à la recherche de Sténon sur les solides particuliers, avant la dernière partie narrative dont j'ai reproduit la fin. Le latin est chez Sténon un outil adéquat pour construire une sorte de mécanosphère complexe et d'une extraordinaire précision. Sa recherche elle-même ne suppose, à mon sens, aucun plan d'ensemble pour accréditer le déluge selon la Genèse et se conformer en général à la tradition biblique, contrairement à ce qu'affirme un article par ailleurs savant paru à Florence en 2021. En revanche, dans les dernières pages, quand il propose une sorte de récit à partir du premier état du monde, quand tout, selon la Genèse, était couvert par les eaux, alors oui, Sténon propose un plan universel fondé sur l'écriture sainte. Pour finir, voici le jugement d'un contemporain, le grand galiléen Borelli, auteur d'un ouvrage intitulé De motu animalium, paru en 1980, alors qu'il mourut en 1669. Il fut plusieurs fois consulté par Sténon, qui lui demanda même des leçons de géométrie, mais qui le consulta surtout au sujet du prodrome. Dans une lettre
daté de juillet 1667, j'ai oublié à qui a été adressé, Borelli écrivait que, sous ses manières modestes, Sténon, à en juger par ses minces publications, donc antérieures au prodrome, était avide d'absorber toutes les choses et de mettre en péril les autres, c'est-à-dire les savants italiens. Borelli ajoutait qu'il les soumettrait pendant longtemps. Les doutes exprimés au début du prodrome cèdent finalement la place à des vérités, au point que la dissertation elle-même fera que personne n'ait plus aucun doute, proclame Cicéron, Sténon, in fine. On sait que cette dissertation, qui, selon le prodrome, devait être écrite en latin, ne verra pas le jour. À la suite de sa conversion au catholicisme, qui se fait en 1667, au moment où il termine le prodrome, Sténon abandonnera toute recherche scientifique et fera preuve d'intolérance envers certaines théories et doctrines philosophiques, lui qui avait été auparavant si ouvert au débat intellectuel. Alors, si vous voulez bien, j'ajouterai quelque chose qui n'est normalement pas de mon ressort, mais j'oserais le dire devant vous. L'ouverture, à la fin du XXe siècle, des archives du Vatican a fait apparaître, d'après plusieurs chercheurs, moi je n'ai pas examiné ces archives, que Sténon avait dénoncé auprès du Saint-Siège, pour qu'il le mette à l'index, le manuscrit de le manuscrit de l'éthique à Spinoza qu'un chercheur lui avait confié. Et cela, 6 mois après la mort de celui-ci, avec lequel il avait eu apparemment des conversations amicales.